Le 1er septembre 1943. Aérodrome de Rabaul, Nouvelle-Bretagne. Le capitaine de corvette Saburo Sakai est assis sous une tente étouffante, lisant un rapport de renseignement américain récent introduit clandestinement par des canaux neutres. Son unique œil restant parcourt le papier, et il éclate de rire. Les Américains ont construit un nouveau chasseur, annonce le rapport. Le F-6F Hellcat, 2 fois plus lourd que le Zéro. Les officiers autour de lui souriant. Lourd, lent, maladroit. Ces mêmes mots qu'ils avaient utilisés pour tous les avions alliés qu'ils avaient détruits depuis 1941. Autour d'eux, les Mitsubishi A6M0 scintillent dans la chaleur matinale, des ailes élancées, des carrosseries argentées immaculées, des machines qui avaient régné sur le Pacifique comme des fantômes de feu. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Pendant 2 années entières, ils avaient été intouchables, à Pearl Harbor aux Philippines, au-dessus de la mer de Corail. Les pilotes japonais étaient des samouraïs du ciel, formés depuis l'enfance, entraînés jusqu'à ce que leurs mains et leurs appareils ne fassent plus qu'un. Leurs Zéros étaient des merveilles d'ingénierie. Légers, agiles, capables de virer sur l'aile avec une grâce mortelle. Face à eux, les Wildcats américains tombaient comme des pierres, leurs pilotes désespérés et surpassés. Maintenant, ce Hellcat, gonflé et blindé comme un bombardier, était censé être le prochain miracle américain. Sakai ricane. Ils construisent des chasseurs comme ils construisent des réfrigérateurs, lourds, carrés et bons uniquement pour transporter de la glace. Les jeunes pilotes, riant aussi. Ils se rappellent les histoires. Les Buffalo qui explosaient en flammes, les P-40 Warhawks qui plongeaient en spirale vers l'océan, les Wildcats dont les pilotes sautaient en parachute avant même le combat. Chaque nouvelle machine américaine portait un nom féroce. Tigre, Chat, Sauvage, Aigle, mais aucun d'eux ne pouvait danser avec le Zéro. Aucun d'eux ne pouvait suivre la grâce meurtrière d'un pilote japonais chevronné. Sakai lui-même avait abattu plus de 60 avions ennemis. Son nom était murmuré avec respect dans tous les escadrons du Pacifique. Il avait survécu à des blessures qui auraient tué n'importe quel autre homme. Une fois, au-dessus de Guadalcanal, une balle avait traversé son cockpit et détruit son œil gauche. Le sang coulait sur son visage, sa vision était réduite de moitié, mais il avait ramené son Zéro endommagé sur 500 km jusqu'à la base. Il avait atterri sans aide, avait descendu de son appareil puis s'était effondré. Les médecins avaient dit que c'était impossible. Mais Sakai avait survécu. Parce que c'était ce que faisaient les pilotes du Zéro. Ils survivaient. Ils gagnaient. Ils étaient invincibles. Mais dehors, un vent tropical balait la poussière sur la piste. Et avec lui, quelque chose d'invisible. La fin de la suprématie aérienne du Japon. Parce que la blague de ce matin-là cache une vérité que personne là-bas ne peut encore imaginer. Les Américains n'avaient pas seulement construit un nouvel avion. Ils avaient construit un système, une machine de guerre industrielle qui crachait des chasseurs par milliers, des porte-avions par dizaines, des pilotes par centaines chaque semaine. Pendant que le Japon peinait à remplacer chaque Zéro perdu, chaque pilote tombé, les Américains construisaient des flottes entières en quelques mois. Leurs usines fonctionnaient 24 heures sur 24. Leurs écoles de pilotage formaient des hommes, en masse. Leurs ingénieurs ne cherchaient pas la perfection. Ils cherchaient l'efficacité, la puissance, le volume. Et le Hellcat n'était pas un réfrigérateur. C'était un char volant, blindé pour encaisser les coups que le Zéro ne pouvait pas se permettre de recevoir. Armé de 6 mitrailleuses de calibre 50 qui déchiquetaient les fuselages légers comme du papier. Équipé de radios, de radars, de systèmes que les pilotes japonais ne pouvaient qu'imaginer. Il était plus lourd, oui. Mais ce poids était du blindage, de la puissance de feu, de la survie. Les pilotes américains n'avaient pas besoin de danser avec le Zéro. Ils devaient juste survivre assez longtemps pour tirer. Et avec le Hellcat, ils le pouvaient. Ils pouvaient plonger plus vite, grimper avec assez de puissance, absorber les balles qui auraient abattu un Zéro. Et quand ils tiraient, leurs 6 canons transformaient n'importe quel avion japonais en débris enflammés. En 30 jours, le rire mourradant, les nuages au-dessus de l'île Marcus.
Les premiers Hellcats apparaîtront dans le ciel comme des faucons d'acier, et les héros tomberont. Pas par dizaines, par centaines. Les pilotes japonais, ces samouraïs invincibles, découvriront qu'ils ne combattent plus des hommes. Ils combattent une industrie, une nation entière transformée en machine de guerre. Sakai survivra à cette guerre. Il verra ses camarades mourir un par un. Il verra les cieux qu'il avait autrefois dominés se remplir d'avions ennemis. Il verra le Japon brûler. Mais ce matin-là, le 1er septembre 1943, sous cette tente étouffante à Rabaul, il rit encore. Parce qu'il ne sait pas. Aucun d'eux ne sait. Le vent tropical continue de souffler. La poussière tourbillonne sur la piste. Et quelque part, au-dessus de l'horizon, l'histoire est déjà en mouvement. Le rire s'éteindra bientôt. Mais pour l'instant, il résonne encore sous la tente. Insouciant. Confiant. Condamné. Pendant des années, la légende du zéro avait été construite sur une philosophie unique. La légèreté signifie la vie. Chaque once comptait. Aucun blindage ne protégeait le pilote. Pas de réservoirs auto-obturants, pas de verre épais, pas de radio si le poids pouvait être économisé. Le résultat, un avion capable de virer à l'intérieur de n'importe quel adversaire, de grimper comme un oiseau et de surpasser en autonomie tous les chasseurs alliés de centaines de kilomètres. Les ingénieurs japonais avaient réalisé l'impossible. Un appareil si agile que les pilotes juraient qu'il bougeait avec la pensée, pas avec les commandes. C'était, comme l'as Hiroyoshi Nishizawa l'avait écrit un jour, comme porter des ailes. Cette philosophie n'était pas née du hasard. Elle provenait d'une nécessité stratégique profondément ancrée dans la géographie même du Pacifique. Le Japon était une nation insulaire, étendue sur des milliers de kilomètres d'océan. Ses chasseurs devaient pouvoir escorter les bombardiers sur d'immenses distances, combattre loin de leur base et revenir avec un minimum de carburant. La portée était tout. La maniabilité était tout. Le poids était l'ennemi. Alors ils avaient construit le zéro comme un sabre de samouraï, tranchant, mortel, magnifique et fragile. Les pilotes acceptaient ce compromis. Ils savaient qu'un seul coup pouvait les tuer, qu'une balle dans le réservoir transformerait leur cockpit en fournaise, qu'il n'y avait rien entre eux et la mort sauf leur habileté et leur courage. Mais cela ne les dérangeait pas. Ils étaient des guerriers, des descendants de samouraïs. La mort était honorable, la victoire était tout ce qui comptait, et dans les premières années de la guerre, ils avaient gagné. Encore et encore et encore. Par contraste, le Hellcat ressemblait à une erreur. Ses concepteurs chez Grumman Aviation avaient embrassé le credo opposé. Construisez-le pour survivre, pas pour danser. 12 000 livres à pleine charge, presque 2 fois la masse du zéro. Des plaques de blindage autour du cockpit, un pare-brise par balle. Des réservoirs auto-obturants, 6 mitrailleuses Browning de calibre 50. Pour les Japonais, cela semblait absurde. Les Américains avaient transformé un chasseur en char avec des ailes, mais cette absurdité cachait une révolution dans la pensée tactique. Les ingénieurs de Grumman avaient étudié chaque rapport de combat. Ils avaient interrogé chaque pilote survivant. Ils avaient analysé chaque épave récupérée. Et ils avaient compris quelque chose que les Japonais refusaient d'accepter. Dans une guerre industrielle moderne, la survie du pilote valait plus que la perfection de la machine. Un pilote américain moyen recevait environ 300 heures de formation avant d'entrer au combat. Ce n'était pas beaucoup comparé aux 1000 heures ou plus que recevaient les pilotes japonais d'élite. Mais c'était suffisant si l'avion pouvait compenser la différence d'habileté. Si le pilote pouvait faire des erreurs et survivre. Si la machine pouvait encaisser les coups et continuer à voler. Si le blindage pouvait arrêter les balles qui auraient autrement tué. Le Hellcat n'avait pas besoin de danser. Il devait juste continuer à voler assez longtemps pour que ses 6 canons trouvent leur cible. Et quand il la trouvait, rien ne survivait. Le zéro, avec sa construction légère et son absence de blindage, se désintégrait sous le feu. Un pilote américain pouvait rater ses 10 premières rafales et survivre. Un pilote japonais devait être parfait à chaque fois. Parce qu'une seule erreur signifiait la mort. Au quartier général de la flotte combinée, le capitaine Minoru Genda, architecte de Pearl Harbor, examina les spécifications et les rejeta. Les Américains n'apprendront jamais. Le poids et la mort dans le combat aérien.
Le zéro volera en cercle autour de ce monstre. Les mathématiques semblaient inattaquables. 0, 5800 livres. Hellcat, 12 000. Dans un combat tournant, la charge à l'air du zéro de 22 livres par pied carré contre les 36,5 du Hellcat. La victoire, sur le papier, était certaine. Mais Genda, brillant qu'il était, ne pouvait pas voir ce que les chiffres cachaient. Il ne pouvait pas voir que le Hellcat avait été conçu précisément pour éviter le genre de combat tournant où le zéro excellait. Il ne pouvait pas voir que les tactiques américaines évoluaient, que leurs pilotes apprenaient à utiliser la vitesse de plongée supérieure du Hellcat, sa capacité à grimper en puissance, son blindage qui permettait des passes audacieuses. Les Américains avaient développé la tactique du « boom and zoom », plonger depuis une altitude supérieure, tirer, puis grimper à nouveau avant que le zéro ne puisse réagir. Ne jamais s'engager dans un combat tournant, ne jamais donner au zéro l'avantage qu'il cherchait. Utiliser le poids non comme un handicap, mais comme une arme. Transformer la masse en énergie cinétique. Transformer le blindage en confiance. Transformer la puissance de feu en terreur. Et cela fonctionnait. Dans les premiers engagements, les pilotes japonais découvrirent avec horreur que leurs anciennes tactiques ne servaient à rien. Ils pouvaient manœuvrer derrière un Hellcat, ouvrir le feu et regarder leurs balles rebondir sur le blindage. Pendant ce temps, le Hellcat plongeait, prenait de la vitesse, puis remontait hors de portée. Puis il revenait, ses 6 canons rugissants, et le zéro explosait. La guerre, comme le vent, ne se souciait pas des équations. Elle se soucie de qui peut s'adapter, de qui peut apprendre, de qui peut construire plus vite, former plus rapidement, perdre et continuer. Le Japon avait construit l'avion parfait pour 1941, mais c'était maintenant 1943 et le monde avait changé. Les règles avaient changé. Et le zéro, magnifique et mortel, était soudainement obsolète. Mais à Tokyo, personne ne le savait encore. Les rapports continuaient d'arriver, confiants et optimistes. Le nouveau chasseur américain était lourd et lent, rien dont s'inquiéter. La victoire était toujours certaine. Sur le papier, du moins. Mais dans le ciel au-dessus du Pacifique, une nouvelle réalité était en train de naître, et elle portait le poids d'une idée différente. Le 30 septembre 1943, île Marcus. Le maître de première classe, Yoshio Fukui du 204e groupe aérien, escorte un avion de reconnaissance sous un ciel pacifique éclatant. En dessous, l'océan scintille comme du verre en fusion. Puis, à l'horizon, 6 formes sombres apparaissent. Au début, il suppose qu'il s'agit de bombardiers B-25. Les silhouettes sont épaisses, les ailes étrangement courtes. Mais quand ils viennent vers lui, la lumière du soleil révèle un fuselage bleu et le visage de quelque chose de nouveau. Son rapport d'action ultérieur enregistrera une phrase qui marque le tournant d'une époque. Première rencontre avec un avion de type F-6F. Il attaque avec des tactiques standards, plonger, virer à l'intérieur et frapper par en dessous. Mais le Hellcat ne fuit pas et ne se dégage pas. Il grimpe, vers le haut, le nez vers le soleil, le moteur rugissant. Le Pratt, Whitney 2800 double Wasp, un monstre de 2000 chevaux vapeur, traîne le Hellcat vers le ciel à une vitesse que le zéro ne peut égaler. Fukui essaie de suivre, mais l'air raréfié saigne sa vitesse. Ses commandes deviennent molles. Puis, de manière impossible, le Hellcat se retourne dans un virage en marteau et descend directement derrière lui. L'Américain a tiré à 400 mètres, écrit Fukui. 6 canons. Le volume de feu était inimaginable. 17 balles déchirent son fuselage. Il parvient à peine à regagner la base. Des trous dans les ailes, la verrière brisée. Son ailier ne revient jamais. Les officiers qui lisent son rapport ne le croient pas. Une vitesse de plongée de 720 km/h? Une montée verticale plus rapide qu'un zéro en vol horizontal? Impossible. Et pourtant, des morceaux d'épave s'échouent sur le rivage le lendemain, peints en bleu marine. Il marque le moment où la guerre change de direction. Pendant 2 années, les pilotes japonais avaient dominé le ciel avec une confiance absolue. Ils connaissaient leurs avions, ils connaissaient leurs ennemis, ils savaient que dans un combat tournant, rien ne pouvait battre le zéro. Cette certitude était leur armure,
plus forte que n'importe quel blindage en acier. Mais maintenant cette armure se fissure. Fukui était un pilote chevronné avec plus de 200 heures de combat. Il avait abattu 7 avions ennemis. Il connaissait chaque manœuvre, chaque tactique, chaque faiblesse de ses adversaires. Et il avait failli mourir contre un ennemi qui refusait de jouer selon les règles. Le Hellcat n'avait pas essayé de virer avec lui. Il n'avait pas tenté de danser. Il avait simplement utilisé sa puissance brutale pour prendre l'altitude, puis sa vitesse dévastatrice pour attaquer. Et cela avait presque suffi pour tuer un as japonais. Si cela pouvait arriver à Fukui, cela pouvait arriver à n'importe qui. Les autres pilotes du 204e groupe aérien écoutent son récit avec un mélange de scepticisme et d'inquiétude. Certains pensent qu'il exagère, que le stress du combat a déformé ses perceptions, qu'aucun chasseur américain ne pourrait être aussi rapide, aussi puissant, aussi mortel. D'autres restent silencieux, se rappelant leurs propres rencontres récentes, les rapports étranges qui commençaient à arriver d'autres bases, les histoires de combat où les anciennes tactiques fonctionnaient plus. Le commandant de la base envoie le rapport à Tokyo avec une note « Nécessite confirmation urgente ». Mais à Tokyo, les amiraux sont occupés par d'autres préoccupations. Guadalcanal a été perdu. Les îles Salomon sont en danger. Les convois de ravitaillement sont décimés par les sous-marins américains. Un rapport sur un nouveau chasseur, aussi troublant soit-il, ne semble pas être une priorité immédiate. Pendant ce temps, dans le Pacifique, la production de Hellcat s'accélère. L'usine Grumman à Bethpage, New York, fonctionne 24 heures sur 24. Les ouvriers, dont beaucoup sont des femmes qui ont remplacé les hommes partis à la guerre, assemblent les appareils avec une efficacité remarquable. Un Hellcat toutes les 70 minutes, puis un toutes les 60 minutes, puis un toutes les 45 minutes. La chaîne de montage ne s'arrête jamais. Chaque semaine, des dizaines de nouveaux Hellcats sont chargés sur des porte-avions et expédiés vers le Pacifique. Chaque mois, des centaines de nouveaux pilotes terminent leur formation et rejoignent les escadrons de combat. La machine de guerre américaine ne produit pas seulement des avions. Elle produit un système complet, des pièces de rechange par millions, du carburant par tonne, des munitions par wagons entiers, des radios, des radars, des systèmes de navigation que les Japonais ne peuvent même pas imaginer. Et chaque nouveau pilote de Hellcat reçoit un briefing détaillé sur comment combattre le zéro. Ne jamais entrer dans un combat tournant, toujours conserver l'avantage en altitude, utiliser la vitesse de plongée pour attaquer, utiliser la puissance de montée pour s'échapper, travailler en équipe, se couvrir mutuellement. Si un zéro vous suit, votre ailier le descendra. Si vous êtes touché, votre blindage vous sauvera. Tirez avec vos 6 canons et n'importe quoi s'effondrera. Les tactiques sont simples, directes, efficaces. Elles ne nécessitent pas des années de formation. Elles ne nécessitent pas un génie naturel. Elles nécessitent juste de la discipline, de la confiance dans la machine et du courage. Et les Américains ont tout cela en abondance. À l'île Marcus, Fukui passe les jours suivants à réparer son zéro. Il travaille personnellement sur l'avion, ne faisant confiance à personne d'autre pour comprendre à quel point il a été proche de la mort. Chaque trou dans le fuselage est un rappel. Chaque éclat déchiqueté de métal est une preuve. Les Américains n'avaient pas seulement construit un nouvel avion, ils avaient construit une nouvelle façon de faire la guerre. Et quelque part, dans le vaste Pacifique, des centaines de Hellcats se dirigent vers l'ouest. Leurs pilotes sont jeunes, inexpérimentés, nerveux. Mais ils volent dans des machines qui peuvent les maintenir en vie assez longtemps pour apprendre, assez longtemps pour se venger, assez longtemps pour gagner. Le ciel, au-dessus du Pacifique, ne sera plus jamais le même. Le 5 octobre 1943, la force opérationnelle 14 frappe l'île Wake. 12-0 du 252e groupe aérien décolle en urgence pour intercepter. Il grimpe à travers les cumulus à l'aube, des silhouettes glissant au-dessus des nuages. En dessous d'eux, 12 Hellcats en formation serrée. 3 divisions de tonnerre bleu. Les Japonais détiennent tous les avantages. L'altitude, la surprise, l'expérience. Ils plongent. Le ciel explose. Des lignes de traceurs traversent l'aube comme des fils incandescents. Mais quand la fumée se dissipe, quelque chose semble anormal. Les Hellcats n'ont pas brisé leur formation. Ils n'ont pas essayé de surpasser en virage ou en torsion leurs attaquants.
Il plonge simplement en réponse, gagnant de la vitesse. Une chute contrôlée dans une physique que le zéro ne peut suivre. Les moteurs A6M hurlent alors que les pilotes tirent leur manche vers l'arrière. Leurs aiguilles de vitesse s'approchent de 650, 680, puis les ailes commencent à trembler. La structure du zéro, conçue pour l'agilité, n'est pas construite pour un tel châtiment. Au-delà de 700 km/h, la cellule menace de se déchirer elle-même. Les Hellcats continuent de tomber. 720 km/h, peut-être plus. Stables lourds, indifférents à la rage du vent. Ils passent en éclairs devant la formation japonaise comme des météores bleus. Puis, à l'unisson, ils se redressent. Virant fort, bouclant haut dans le soleil, et plongeant à nouveau. Dans son journal, le maître de 2e classe Shigeo Okada écrira plus tard « Ils n'ont pas combattu notre combat. Ils ont combattu la gravité elle-même. Chaque plongée, ils revenaient du ciel comme des bourreaux. Ce jour-là, 8-0 sont perdus. Pas un seul Hellcat ne tombe. Et dans le mess des officiers, ce soir-là, le silence pèse plus lourd que l'air tropical. Sakai regarde la liste des pertes. Il ne rit pas. Ce qui vient de se passer au-dessus de l'île, Wake n'est pas seulement une bataille. C'est une révélation, une démonstration mathématique froide et brutale que les règles du combat aérien ont changé pour toujours. Pendant 2 années, les pilotes japonais avaient dominé parce qu'ils étaient meilleurs, plus habiles, plus expérimentés, plus courageux. Mais maintenant, l'habileté ne suffit plus, l'expérience ne suffit plus, le courage ne suffit plus. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Les Américains ont transformé le combat aérien d'un art en une science. Ils ont réduit la bataille à ses éléments les plus fondamentaux. Masse, vitesse, énergie. Ils ont construit une machine qui peut convertir l'altitude en vitesse plus efficacement que n'importe quoi dans le ciel. Qui peut plonger plus vite, grimper plus fort, frapper plus dur. Et ils ont formé leurs pilotes non pas à être des artistes, mais à être des techniciens, des exécutants d'une formule qui fonctionne à chaque fois. La tactique est dévastatrice dans sa simplicité. Prendre de l'altitude, repérer l'ennemi en dessous, plonger à vitesse maximale, tirer avec 6 mitrailleuses de calibre 50, utiliser l'énergie de la plongée pour remonter hors de portée, répéter jusqu'à ce que l'ennemi soit mort ou ait fui. Jamais s'engager dans un combat tournant, jamais donner au zéro l'avantage qu'il cherche, jamais lutter selon ses termes. C'est du combat aérien réduit à sa logique la plus pure et la plus meurtrière, et cela fonctionne, encore et encore et encore. Dans le mess des officiers, les pilotes survivants essaient de comprendre ce qui s'est passé, comment ils ont pu perdre 8 appareils, sans en abattre un seul, comment leurs tactiques éprouvées, perfectionnées au cours de centaines de combats, ont pu échouer si complètement. Comment un ennemi qu'ils avaient ridiculisé comme lent et maladroit les avait massacrés avec une efficacité clinique. Certains blâment la malchance. D'autres blâment la surprise. Quelques-uns suggèrent que les pilotes américains doivent être plus expérimentés qu'on ne le pensait. Mais Sakai sait mieux. Il a lu les rapports. Il a parlé avec Fukui. Il a vu les photos de reconnaissance des porte-avions américains avec leurs ponts pleins de Hellcats. Des dizaines. Des centaines. Plus d'avions que le Japon ne peut en produire en 6 mois. Et ce n'est pas seulement le nombre, c'est la qualité, c'est le système. C'est le fait que chaque Hellcat est identique, avec les mêmes capacités, les mêmes armes, les mêmes radios, qu'ils peuvent être réparés avec des pièces standardisées, que leurs pilotes sont formés à des tactiques standardisées qui fonctionnent même si le pilote n'est pas un génie. Le Japon, en revanche, construit chaque zéro presque à la main. Chaque avion est légèrement différent. Les pièces de rechange sont rares. Les pilotes de remplacement prennent des mois à former. Et même alors, ils n'ont pas l'expérience nécessaire pour survivre. Le Japon gagne des batailles avec des héros individuels. L'Amérique gagne des guerres avec des systèmes industriels. Cette nuit-là, Sakai écrit une lettre au commandement de la flotte combinée. Il supplie qu'on l'écoute. Que le Hellcat n'est pas juste un autre avion ennemi. Que c'est un changement fondamental dans la nature de la guerre aérienne.
que de nouvelles tactiques sont nécessaires, que de nouveaux avions sont nécessaires, que sans changement drastique, le Japon perdra le contrôle du ciel. Elle est lue, classée et oubliée. Il y a des préoccupations plus pressantes. Des îles à défendre, des convois à protéger, des batailles à mener avec les ressources disponibles maintenant, pas avec les miracles qui pourraient venir plus tard. Et donc les Zéros continuent à voler, leurs pilotes continuent à mourir, et les Hellcats continuent à venir, vague après vague, construits dans des usines que les Japonais ne peuvent pas bombarder, pilotés par des hommes que les Japonais ne peuvent pas tuer assez vite. Les mathématiques sont simples et terribles. Le Japon perd des pilotes qu'il ne peut pas remplacer en volant des avions qu'il peut à peine produire. L'Amérique perd des pilotes qu'elle remplace en semaines en volant des avions qu'elle produit par milliers. C'est une équation qui n'a qu'une seule solution. Dans le mess des officiers, le silence continue. Quelqu'un finit par proposer un toast aux morts. Ils boivent, puis ils retournent à leur quartier, sachant qu'au matin, ils devront à nouveau voler, à nouveau combattre, à nouveau affronter. Ciel bleu et les exécuteurs qui y attendent. Sakai reste le dernier. Il regarde la liste des pertes une dernière fois. 8 noms, 8 hommes qu'il connaissait. 8 pilotes qui avaient cru, comme lui, que l'habileté et le courage suffiraient. Il ne rit plus. Les îles Mariannes. Maintenant, la marée a tourné. Les Américains, armés de centaines de Hellcats, balaient le ciel en meute disciplinée. Ils ne cherchent plus de combats tournants. Ils orchestrent des massacres. Boom and zoom, appellent les pilotes. Frapper d'en haut, plonger et remonter. Jamais virer, jamais s'attarder. En altitude, le Zéro halète pour respirer. Son carburateur s'étouffe au-delà de 25 000 pieds. Le moteur du Hellcat produit encore 1650 chevaux vapeur là-haut. Presque le double. Les résultats sont catastrophiques. Dans une bataille, le tir au pigeon des Mariannes, 373 avions japonais sont détruits en une seule journée. Les Hellcats n'en perdent que 29. Les pilotes qui s'entraînaient autrefois pendant des années sont remplacés par des adolescents avec 100 heures d'expérience. Ils décollent avec des mains tremblantes et reviennent comme de la fumée à l'horizon. L'as-vétéran Tatsuo Ichihashi, avant sa dernière sortie, écrit une lettre retrouvée plus tard dans les ruines de Tinian. Nous croyons que la vitesse se trouvait dans la légèreté. Mais être que la vitesse vient aussi du poids, de la résolution qui ne se brise pas sous la pression. Cette nuit-là, la piste de Rabaul est criblée de cratères. Les hangars brûlent, l'odeur de cordite épaisse dans l'air. Saburo Sakai boite vers son dernier avion restant, non pas pour voler, mais pour le regarder brûler. Il murmure quelque chose que personne n'entend. Le désastre des Mariannes n'est pas simplement une défaite. C'est l'anéantissement d'une génération entière de pilotes. Des hommes qui avaient commencé leur entraînement en 1938, qui avaient bombardé Chongqing et mitraillé Pearl Harbor, qui avaient dominé le Pacifique avec une arrogance justifiée. Maintenant, ils sont morts. Presque tous. Les quelques survivants, comme Sakai, sont des fantômes vivants, portant les cicatrices de bataille qu'ils ne peuvent plus gagner. La bataille du 19 juin 1944 restera dans l'histoire comme l'une des défaites les plus complètes jamais infligées à une force aérienne. Le matin a commencé avec une confiance prudente. Les commandants japonais savaient que les Américains étaient forts, mais ils croyaient encore que l'habileté et la détermination pourraient compenser la supériorité numérique. Ils avaient tort. Les Hellcats sont apparus comme une tempête bleue. Des dizaines d'entre eux, puis des centaines, grimpant depuis les porte-avions américains en formation parfaite. Ils avaient des radars qui pouvaient détecter les Zéros à des dizaines de kilomètres. Ils avaient des contrôleurs au sol qui dirigeaient chaque escadron vers sa cible avec une précision chirurgicale. Ils avaient des tactiques perfectionnées au cours de mois de combat, distillées en instructions simples que même les pilotes novices pouvaient exécuter. Et ils avaient les avions. Ah, les avions. Chaque Hellcat était une forteresse volante, protégée par du blindage qui arrêtait les balles de 7,7 mm comme si elles étaient des moustiques, armée de 6 mitrailleuses Browning de calibre 50 qui crachaient 2400 balles par minute, propulsées par un moteur qui ne faiblissait jamais, qui rugissait avec une puissance constante de l'asphalte jusqu'à la stratosphère. Contre cela, les Japonais avaient envoyé leur dernier pilote formé,
Des hommes avec 500 heures de vol, avec des dizaines de victoires, avec des années d'expérience, et aussi des garçons avec 50 heures, qui tremblaient dans leurs cockpits, qui priaient pour survivre assez longtemps pour apprendre comment combattre. Aucun des deux groupes n'a eu de chance. Les combats ont commencé à l'aube et ont continué jusqu'au crépuscule. Le ciel au-dessus de Saipan est devenu un chaos de fumée et de feu. Des héros plongeaient depuis les nuages, essayant d'utiliser leur supériorité en virage pour obtenir un avantage. Mais les Hellcats ne viraient pas. Ils se plongeaient ou grimpaient, utilisant leur vitesse et leur puissance pour dicter les termes de chaque engagement. Quand un zéro essayait de suivre, ses ailes tremblaient et ses commandes mollissaient. Quand il essayait de grimper, son moteur toussait et perdait de la puissance. Il n'y avait pas d'échappatoire. Les pilotes américains, beaucoup volant au combat pour la première fois, ont découvert que leurs instructeurs avaient raison. Le Hellcat pardonnait les erreurs. Première, passe et vivre. Vous pouviez être touché par des balles et continuer à voler. Vous pouviez commettre des erreurs tactiques et vos ailiers vous couvriraient. Le blindage, que les Japonais avaient ridiculisé comme du poids mort, était la différence entre la vie et la mort. Pour les pilotes japonais, chaque erreur était fatale. Une seconde de distraction et 6 canons transformaient votre avion en confetti. Un moment d'hésitation et vous étiez en flammes. Les héros, magnifiques dans leur agilité, étaient mortels dans leur fragilité. Un seul obus explosif de calibre 50 pouvait arracher une aile. Une rafale dans le réservoir et vous deveniez une torche vivante, sans parachute pour s'échapper car le poids avait été économisé. À la fin de la journée, l'océan était parsemé d'épaves. Des centaines de zéros flottaient à la surface ou coulaient dans l'abîme. Des pilotes dérivaient dans des radeaux de sauvetage, priant pour être secourus avant que les requins ou la soif ne les prennent. D'autres n'avaient jamais eu la chance de s'éjecter, piégés dans leurs cockpits sans feu, alors qu'ils s'écrasaient dans la mer. Les Américains ont perdu 29 avions. Pas 29 pilotes. Beaucoup ont été récupérés par les sous-marins et les hydravions de sauvetage qui patrouillaient la zone. Même dans la défaite, même quand ils étaient abattus, le système américain travaillait à les sauver. Les Japonais n'avaient pas de tel luxe. Si vous étiez abattu, vous étiez probablement mort. Même si vous surviviez à l'accident, les chances de sauvetage étaient minces. Cette asymétrie définissait la guerre maintenant. L'Amérique pouvait se permettre de perdre des pilotes parce qu'elle pouvait en former davantage. Elle pouvait se permettre de perdre des avions parce qu'elle en construisait des milliers. Le Japon ne pouvait se permettre aucune perte. Chaque pilote tué était irremplaçable. Chaque avion détruit était une ressource qui ne reviendrait jamais. Les mathématiques étaient brutales et inexorables. Dans les semaines qui ont suivi le tir au pigeon des Mariannes, la réalité de la défaite s'est installée dans les bases aériennes japonaises à travers le Pacifique. Les pilotes survivants étaient silencieux et hantés. Ils avaient vu leurs amis mourir. Ils avaient vu leur formation se désintégrer sous le feu. Ils avaient vu l'invincibilité du zéro, révélée comme un mythe. Certains ont commencé à parler de tactique kamikaze. Si nous ne pouvons pas gagner par l'habileté, disaient-ils, alors gagnons par le sacrifice. Si un zéro ne peut pas abattre un Hellcat, alors peut-être qu'il peut s'y écraser. L'idée était obscène pour les pilotes traditionnels comme Sakai. L'aviation n'avait jamais été une question de mort suicidaire. C'était une question d'habileté, de courage, de victoire par la supériorité. Mais maintenant, avec la supériorité impossible, que restait-il, sinon le désespoir? À Rabaul, la situation était particulièrement désespérée. La base, autrefois le centre de la puissance aérienne japonaise dans le Pacifique Sud, était maintenant un cimetière. Des bombardements quotidiens par des B-24 et B-25 avaient transformé les pistes en paysages lunaires. Les hangars étaient des squelettes noircis. Les installations de ravitaillement étaient détruites. Les quelques avions restants étaient cachés dans la jungle, camouflés sous des filets et des feuilles, déplacés chaque nuit pour éviter d'être repérés. Sakai marchait à travers les ruines, son œil valide balayant les débris. Il avait survécu à tant de choses. Guadalcanal, où il avait été blessé si gravement, des dizaines de missions au-dessus du Pacifique, des centaines de combats. Il était l'un des derniers as de la première génération encore en vie. Et pourquoi? Pour voir son pays perdre, pour voir ses élèves mourir, pour voir les machines qu'il aimait devenir obsolètes.
Il atteignit son avion, un Zéro qui avait été son compagnon pendant des mois. Il caressa le fuselage abîmé, sentant le métal chaud sous sa paume. Cet avion l'avait sauvé tant de fois. Sa légèreté avait permis des manœuvres impossibles. Sa portée l'avait ramené de missions que d'autres n'auraient jamais tentées. Maintenant, il brûlait, touché par des éclats d'obus lors du dernier raid. Il murmura quelque chose. Peut être des excuses, peut être un adieu, peut être juste la reconnaissance que tout était fini. Le ciel n'appartenait plus au soleil levant. Il appartenait aux Hellcats et aux pilotes américains qui les pilotaient avec une efficacité mécanique. Les autres pilotes le regardaient depuis une distance respectueuse. Sakai était une légende, un homme qui avait défini ce que signifiait être un pilote de chasse japonais. Le voir comme ça, vaincu et brisé, était presque plus douloureux que leur propre perte. Mais Sakai n'était pas brisé. Pas complètement. Il se redressa, son dos raide malgré la douleur. Il se tourna vers les jeunes pilotes qui le regardaient. « Apprenez de ceci, » dit-il, sa voix portant sur le terrain bombardé. Les Américains n'ont pas gagné parce qu'ils étaient meilleurs pilotes. Ils ont gagné parce qu'ils ont compris quelque chose que nous avons refusé de voir. La guerre moderne n'est pas une question d'honneur individuel. C'est une question de système, de production, de remplaçabilité. Il pointa vers le ciel où, quelques heures plus tôt, les Hellcats avaient régné. Nous avons construit le chasseur parfait pour 1941. Ils ont construit le chasseur parfait pour une guerre industrielle. Nous avons formé des samouraïs, ils ont formé des techniciens, et les techniciens ont gagné. Les jeunes pilotes écoutaient en silence. Certains avaient des larmes dans les yeux. D'autres serraient simplement les poings, la colère et la frustration les consumant. « Alors, qu'est-ce que nous faisons » demanda finalement l'un d'eux. Sakai le regarda longuement. « Nous survivons, » dit-il simplement. « Nous apprenons. Et si nous vivons assez longtemps pour voir la fin de cette guerre, nous nous assurons que le Japon ne refait jamais cette erreur. Nous avons cru que le passé pouvait vaincre le futur. Nous avions tort. » Il se retourna et s'éloigna, sa silhouette se découpant contre les flammes mourantes. Derrière lui, les jeunes pilotes restèrent debout, contemplant les ruines de leur fierté. Le ciel au-dessus d'eux était vide maintenant, mais ils savaient que demain, il serait à nouveau rempli de Hellcats, et le jour d'après, et le jour d'après, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Zéro pour les affronter, plus de pilotes pour voler, plus de bases d'où décoller. L'effondrement du ciel n'était pas un événement unique, c'était un processus, lent et inexorable, comme une marée qui, ne prouveur, pouvait être arrêtée. Et dans ce processus, tout ce en quoi ils avaient cru, tout ce pour quoi ils avaient combattu, était balayé. La nuit tomba sur Rabaul, et avec elle vint un silence qui parlait de fin des choses. 20 années se sont écoulées. Dans un petit musée de l'aviation à l'extérieur de Tokyo, un seul Zéro repose dans un silence poli à côté de la carcasse massive d'un F-6F Hellcat. Les deux restaurés, les deux cloués au sol pour toujours. Un homme âgé, aveugle d'un œil, passe sa main le long de l'aile du Zéro. Saburo Sakai. Le même rire qui se moquait autrefois du chasseur américain gonflé est maintenant doux, presque nostalgique. À côté de lui se trouve une plaque qui énumère les chiffres qu'il refusait autrefois de croire. 5223 avions ennemis détruits. 270 Hellcats perdus. Ratio de victoire. 10-9 contre 1. Il regarde les larges ailes du Hellcat, le blindage épais, les rivets qui spaletta, semblaient autrefois grossiers. Puis, tranquillement, nous pensions que la beauté signifiait la perfection. Mais parfois, la beauté réside dans ce qui survit. À l'extérieur, un jeune garçon regarde un jet moderne filer à travers le ciel, plus rapide que ces deux légendes n'auraient jamais pu rêver. Il pointe du doigt et demande « Grand-père, lequel était le plus rapide, le Zéro ou le Hellcat ?» Sakai sourit. Le Zéro pouvait danser, mais le Hellcat pouvait plonger et ne craignait jamais la chute. Le garçon ne comprend pas encore. Mais un jour il comprendra, quand il apprendra que chaque époque se termine avec le même son, le rugissement du vent le long d'elle qui se croyait invincible. Le musée est calme cet après-midi-là. Quelques visiteurs se promènent entre les expositions, lisant les plaques, prenant des photos, essayant de comprendre une guerre qui s'est terminée avant leur naissance. Pour eux, ces avions sont des curiosités historiques, des artefacts d'une époque révolue. Mais pour Sakai, ils sont bien plus que cela.
Ils sont des tombes, des monuments, des témoins silencieux d'une transformation qui a changé non seulement le Japon, mais le monde entier. Il se tient entre les deux machines, et il peut presque sentir les fantômes qui les entourent. Les fantômes de tous les pilotes qui ont volé dans ces cockpits. Les Japonais qui avaient cru en la supériorité du zéro, qui avaient donné leur vie pour cette croyance. Les Américains qui avaient grimpé dans leurs Hellcats avec peur et détermination, qui avaient appris à faire confiance au blindage et à la puissance brute pour les maintenir en vie. Combien d'entre eux sont morts? Combien ont brûlé dans des cockpits en feu? Combien ont plongé dans l'océan et n'ont jamais été retrouvés? Les chiffres sont là sur les plaques, froids et précis, mais ils ne peuvent pas capturer la réalité. Ils ne peuvent pas capturer le hurlement du vent dans une plongée, de 720 km/h, le choc des balles perçant le métal, la terreur de voir votre ailier exploser à côté de vous. Sakai ferme son œil valide pendant un moment, et les souvenirs le submergent. Guadalcanal, où il avait été blessé si gravement que les médecins avaient dit qu'il ne volerait plus jamais. Rabaul, où il avait regardé son dernier zéro brûler. Les visages de tant de jeunes pilotes qu'il avait formés, dont la plupart n'avaient jamais survécu à leur 10e mission. La montée constante et inexorable des Hellcats, vague après vague, jusqu'à ce que le ciel entier semble être rempli de chasseurs bleus. Il rouvre son œil et regarde à nouveau le Hellcat. C'est une machine brutale, même maintenant. Pas de ligne gracieuse comme le zéro, pas d'élégance, juste de la puissance et du poids, et une détermination inflexible. Il peut voir maintenant ce qu'il n'avait pas pu voir en 1943. Que cette brutalité était, elle-même, une forme de beauté. La beauté de quelque chose construit pour un but et exécutant ce but avec une efficacité parfaite. Le zéro avait été construit pour dominer le ciel de 1941, et il l'avait fait, magnifiquement. Mais le Hellcat avait été construit pour gagner une guerre industrielle moderne, et il l'avait fait aussi, brutalement, mais complètement. Grand-père? La voix du garçon le ramène au présent. Pourquoi le Japon a-t-il perdu la guerre? Comment explique-t-on à un enfant les complexités de la production industrielle, de la logistique, de la différence entre construire le meilleur avion et construire assez d'avions? Comment explique-t-on que parfois, la perfection est l'ennemi du bien? Que l'excellence individuelle ne peut pas vaincre la supériorité systémique? Sakai s'agenouille, ses vieilles articulations craquant, pour être au niveau des yeux du « garçon ». « Nous avons perdu, dit-il lentement, parce que nous avons combattu la guerre que nous voulions combattre, pas la guerre qui était. Il pointe vers le zéro. Nous avons construit cet avion pour être parfait, léger, rapide, agile, le meilleur chasseur du monde. Et il l'était, pour un temps. Mais perfectionner quelque chose prend du temps, construire chacun à la main, former chaque pilote pendant des années. Nous ne pouvions pas nous permettre de perdre un seul avion, un seul pilote. Puis il pointe vers le Hellcat. Les Américains ont construit celui-ci pour être suffisamment bon, pas parfait, mais assez bon pour faire le travail, et ils pouvaient en construire des milliers. Ils pouvaient former des pilotes en quelques mois. Quand ils en perdaient un, il y en avait 10 autres derrière lui. Le garçon fronce les sourcils, essayant de comprendre. Alors le meilleur n'a pas gagné? Non, dit Sakai doucement. Le plus adaptable a gagné. Celui qui pouvait changer, apprendre, produire. Nous étions des samouraïs combattant avec des épées parfaitement forgées. Ils étaient une armée moderne, avec des fusils produits en masse. Les deux ont leur beauté. Mais dans une guerre totale, les nombres l'emportent. Il se relève, grimaçant légèrement. Sakai espère qu'il comprendra un jour. Que cette génération et toutes celles qui suivent comprendront que l'orgueil, peu importe combien il est justifié, peut être fatal quand il aveugle à la réalité. Autour d'eux, le musée continue sa vie tranquille. Un couple âgé s'arrête devant le zéro, et Sakai peut voir des larmes dans les yeux de l'homme. Probablement un ancien mécanicien, ou peut être un pilote qui a eu la chance de survivre. Une jeune femme avec un appareil photo prend des photos du Hellcat, fascinée par ses dimensions massives. Un groupe d'étudiants écoute leur professeur expliquer les spécifications techniques, comparant les ratios de poussée-poids et les charges à l'air. Mais personne d'autre ici n'a vécu, personne d'autre n'a senti le G-force d'un virage serré
à la limite de la conscience. Personne d'autre n'a vu le soleil se refléter sur les ailes d'un ennemi plongeant depuis au-dessus. Personne d'autre n'a entendu le rugissement de 6 mitrailleuses de calibre 50 transformant votre avion en passoire. Sakai marche lentement autour du Hellcat, examinant chaque détail. Les plaques de blindage derrière le siège du pilote, épaisses comme son pouce. Le verre pare-balles du cockpit, presque impénétrable. Les 6 bouches de canon dans les ailes, capables de cracher 2400 balles par minute. C'était une machine construite par des gens qui comprenaient que leur pilote était précieux, que perdre un pilote formé était perdre des mois d'investissement et d'expertise. Le Zéro, en revanche, avait été construit par des gens qui croyaient que les pilotes devaient être des guerriers prêts à mourir. Pas de blindage pour les alourdir. Pas de verre épais pour obscurcir leur vision. Pas de réservoirs auto-obturants pour gaspiller du poids. Juste un homme et une machine, aussi légers et mortels que possible. Et si le pilote mourait, eh bien, c'était honorable. C'était le destin d'un guerrier. Cette différence de philosophie expliquait tout. Elle expliquait pourquoi le Japon avait dominé les premiers mois de la guerre, puis s'était effondré. Elle expliquait pourquoi les japonais avaient des scores de victoires incroyables, mais avaient finalement perdu le ciel. Elle expliquait pourquoi des pilotes américains moyens dans des Hellcat pouvaient vaincre des vétérans japonais dans des Zéros. Le système américain protégeait ses investissements. Chaque pilote était entraîné, puis mis dans un avion conçu pour le maintenir en vie assez longtemps pour apprendre. S'il commettait des erreurs, le blindage le protégeait. S'il était dépassé, ses ailiers le couvraient. S'il était abattu, des hydravions de sauvetage et des sous-marins le récupéraient. Même dans la défaite, le système travaillait à préserver la vie. Le système japonais exigeait la perfection. Les pilotes devaient être parfaits parce qu'une seule erreur signifiait la mort. Les avions devaient être parfaits parce qu'il n'y en avait pas assez pour remplacer les pertes. Les tactiques devaient être parfaites parce qu'il n'y avait pas de place pour l'expérimentation ou l'adaptation. Et quand la perfection devenait impossible, comme elle l'était inévitablement dans le chaos du combat, tout le système s'effondrait. Sakai pense au kamikaze, cette dernière expression désespérée d'une philosophie qui valorisait la mort par-dessus la survie. Des jeunes hommes, à peine sortis de l'école, montés dans des avions à peine capables de voler, dirigés vers les navires américains dans des attaques. Suicides. C'était, d'une certaine manière, la conclusion logique de la philosophie du Zéro. Si vous ne pouvez pas gagner par l'habileté, gagnez par le sacrifice. Si un pilote et un avion ne valent rien après la défaite, alors autant les utiliser comme armes. Il n'avait jamais approuvé les kamikazes. Pour lui, l'aviation avait toujours été une question de vivre pour voler un autre jour, de perfectionner son art, de devenir meilleur. Mais il pouvait comprendre le désespoir qui les avait créés. Quand tout le reste avait échoué, quand il ne restait plus d'espoir de victoire, que restait-il sinon de mourir avec honneur? Les Américains n'avaient jamais eu à faire ce choix. Leurs pilotes combattaient pour gagner, pas pour mourir. Leurs machines étaient conçues pour ramener les hommes à la maison. Leur système entier était construit autour de l'idée que la vie humaine avait de la valeur, que les soldats étaient des ressources à préserver plutôt que des munitions à dépenser. « Grand-père », dit à nouveau le garçon, brisant les pensées sombres de Sakai. « Est-ce que tu as déjà eu peur quand tu volais ?» Sakai rit, un son surprenant dans le silence du musée. « Tout le temps, » admet-il. « Seul un fou n'aurait pas peur. Mais nous ne laissions pas la peur nous arrêter. Nous la transformions en quelque chose d'autre. En vigilance, en détermination, en respect pour l'ennemi et pour notre propre mortalité. » Il regarde le garçon sérieusement. La peur n'est pas la faiblesse. Ignorer la peur, c'est de la stupidité. Les Américains avaient peur aussi. Mais ils ont construit des avions qui leur ont permis d'avoir peur et de survivre quand même. C'était leur génie. Le garçon hoche la tête, ne comprenant probablement pas complètement mais sentant le poids des paroles de son grand-père. Sakai pose une main sur l'épaule du garçon. « Rappelle-toi ceci, » dit-il. « La vraie force n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toi, construire quelque chose qui peut tomber et se relever. » Le Zéro était magnifique, mais fragile. Le Hellcat était brutal, mais durable. À la fin, la durabilité a gagné. Ils restent là ensemble, le vieil as et le jeune garçon, entre les deux machines qui représentent deux philosophies différentes de guerre, deux visions différentes de ce que signifie être un guerrier. Le Zéro, brillant et élégant,
parlant d'une époque où l'honneur et l'habileté semblaient suffire. Le Hellcat, massif et intimidant, représentant l'ère moderne où les systèmes et la production industrielle dominent. À l'extérieur, le jet moderne continue sa trajectoire à travers le ciel, son sillage de vapeur traçant une ligne blanche contre le bleu. Il vole plus vite que le Zéro ou le Hellcat n'aurait jamais pu imaginer. Il porte des armes qui auraient semblé de la science-fiction en 1943. Il est piloté par des systèmes informatiques qui rendent les décisions 1 millisecondes. C'est l'avenir. Un avenir que ni le Zéro ni le Hellcat n'auraient pu prévoir. Mais tous deux ont contribué à le créer. Le Zéro en montrant ce que la perfection pouvait accomplir, même brièvement. Le Hellcat en démontrant que la durabilité et les systèmes pouvaient vaincre la perfection. Sakai prend une longue respiration et laisse lentement sortir l'air. Il est vieux maintenant. Ses jours de vol sont terminés depuis longtemps. Son corps porte les cicatrices de trop de combats, mais son esprit est encore vif, et sa mémoire est longue. Il se souvient du rire sous la tente à Rabol. Il se souvient de la confiance arrogante des premiers jours. Il se souvient de la lente réalisation que cette confiance était mal placée. Il se souvient de la terreur de voir le ciel se remplir de Hellcats, encore et encore, des vagues sans fin de chasseurs bleus qui ne pouvaient être arrêtés. Mais il se souvient aussi de la beauté, le soleil se levant sur le Pacifique. Là, sensation de voler un Zéro à la perfection, la machine et le pilote ne faisant qu'un, la camaraderie des autres pilotes, le respect, même à travers la guerre, pour les ennemis qui volaient et combattaient avec honneur. « Il est temps de partir », dit-il finalement au garçon. « Ta grand-mère s'inquiétera si nous sommes en retard pour le dîner. » Ils marchent ensemble vers la sortie, Sakai jetant un dernier regard en arrière vers les deux avions. Des fantômes à 720 km/h. Des souvenirs d'une époque où le monde a changé pour toujours. Le garçon court en avant, déjà distrait par d'autres pensées. Mais Sakai marche lentement, savourant ce moment. Combien d'autres fois viendra-t-il ici? Combien d'autres occasions aura-t-il de se tenir entre ces deux monuments à une guerre qu'il a survécue? À la porte, il se retourne une dernière fois. Le Zéro et le Hellcat reposent dans leur silence éternel, leur bataille terminée, leur guerre terminée. Mais leurs leçons persistent, leurs histoires endurent. Et tant qu'il y aura des hommes comme Sakai pour se souvenir, leurs fantômes continueront à voler. Il franchit la porte et entre dans le soleil de l'après-midi. Derrière lui, le musée retourne à son silence. Mais il espère que certains apprendront, que certains se souviendront, que les sacrifices n'étaient pas en vain. Le vent souffle doucement, portant avec lui l'écho lointain de moteurs qui ne rugissent plus. Et Saburo Sakai, le dernier fantôme volant, sourit et marche vers la maison. Ensuite, deux autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.